Voilà, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent, mais je propose de commencer par introduire le midi du Green Office en attendant que tous les participants nous rejoignent. Donc tout d'abord, bienvenue à tous. Toute l'équipe du Green Office est vraiment ravie de vous accueillir pour ce second midi du Green Office sur l'empreinte carbone étudiante à l'ULiège. Voilà, c'est vraiment un programme au cœur du travail du Green Office actuellement. Alors, on va un petit peu vous introduire tout d'abord les midis du Green Office. C'est quoi? Pour ceux qui n'étaient pas présents au premier midi, un petit rappel. C'est un cycle de conférences à destination des étudiants, mais bien entendu, c'est ouvert à toute la communauté. Alors, les thématiques abordées seront les thématiques évidemment du développement durable. Elles sont très nombreuses et donc on privilégie pour commencer celles qui sont en lien avec les projets du Green Office et on va y venir tout de suite d'ailleurs. C'est l'occasion, à midi du Green Office, bien entendu, de se retrouver, de créer vraiment une communauté engagée qui se connaît toujours mieux, de réseauter entre nous. Mais c'est aussi une façon de mettre en lumière nos experts. Alors quand on parle de nos experts, c'est bien sûr nos experts internes, et nous en avons beaucoup, que ce soit des scientifiques, des académiques ou des administratifs. Et nous avons aussi des experts locaux qui sont parfois plus disponibles pour pouvoir travailler rapidement avec nos équipes. Et donc, c'est une façon évidemment de valoriser les recherches et les cours à l'université également. Alors aujourd'hui, vraiment le grand plaisir de vous partager, de vous présenter nos deux orateurs. Euh, tout d'abord, Thomas Wansart qui va commencer et qui va nous parler évidemment de l'empreinte carbone étudiante. Alors Thomas, il est le créateur de la société Néo Solutions. Il a un bachelier en commerce extérieur à Sainte-Marie, et puis il a fait une maîtrise en bilan carbone à Paris. Il a aussi un master en business international à l'université de Maastricht. Alors non seulement il a créé une néo-solution, mais il a aussi créé une ASBL, Émission Impossible. Il a 34 ans, il est extrêmement dynamique, et vous verrez, il est extrêmement didactique également. On voit bien que l'empreinte carbone, c'est sa passion. Alors Maud Leloutre, elle est de l'université, elle travaille donc à l'ARI, donc à l'administration des ressources des infrastructures de l'université. Elle est ingénieure, elle est française, elle a été formée en France. Elle est en Belgique à l'université de Liège depuis 2008 et elle a 43 ans et donc elle va vous parler des projets énergie à l'université de Liège. Alors, avant de céder la parole à Thomas, juste vous introduire un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit ce midi du Green Office. Il s'inscrit dans le programme que nous avons appelé Ensemble pour 2030. Et donc, Ensemble pour 2030, c'est quoi? C'est 30 challenges chaque année au cœur de la vie étudiante pour réduire notre empreinte carbone et s'aligner sur les enjeux climatiques en essayant de viser une réduction de notre empreinte carbone d'environ 50% d'ici 2030. Et donc, les objectifs de développement durable, on en parle beaucoup maintenant, et donc j'imagine que c'est connu quand même pour la plupart d'entre vous. Les objectifs du développement durable au cœur de ce programme sont l'objectif 3, santé et bien-être. À travers les actions du programme, c'est clairement les actions qui sont bonnes pour notre santé et notre bien-être. Le 12, la consommation responsable. Et bien entendu, le 13, la lutte contre le changement climatique. Alors, donc, je vous l'ai dit, 30 challenges au cœur de la vie étudiante, adaptés au comportement des étudiants, donc facile à réaliser pour un étudiant, qui correspond aussi à ses attentes qui ont été collectées dans des enquêtes, avec pour chaque challenge proposé, si ce challenge est transformé en une habitude qui est installée sur l'année, un chiffre qu'on estime d'économie carbone, et donc qui a été calculé par Thomas. Et ces challenges sont proposés sur une plateforme collaborative de façon à permettre de réunir notre communauté et aussi de calculer l'empreinte carbone économisée, soit individuellement, soit collectivement. Et donc créer de l'engouement, très clairement. Alors, notre route, on a dit 50% d'économie carbone d'ici 2030, c'est un fameux challenge et que toute notre communauté étudiante soit embarquée sur cette route-là, dans ce train-là. Alors, c'est ambitieux et donc on a découpé ça, si vous voulez, en jalons. Et notre premier jalon, c'est décembre 2021. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir 2500 étudiants sensibilisés, dont 500 étudiants qui sont vraiment engagés et qui font les challenges. C'est vraiment les étudiants qu'on appelle ambassadeurs, les pionniers, qui sont vraiment, qui ont pris les challenges à bras le corps et qui vont réduire très fortement leur empreinte carbone.
Donc voilà un petit peu notre route. Et quelque part, voilà, je vous ai parlé aussi de la plateforme. Donc la plateforme, les challenges 2021 sont ouverts à partir d'aujourd'hui. Vous découvrirez le premier challenge qui est le challenge calcul ton empreinte carbone. Et vous verrez aussi quand vous allez vous inscrire sur la plateforme, vous verrez qu'il y a une rubrique le saviez-vous et qu'il y a des propositions pour calculer votre empreinte carbone, soit directement à travers un site, soit à travers une conférence, un atelier conférence qui est organisé par le réseau des doctorants. C'est François Rigaud qui donne cette conférence. Pour y avoir participé, je vous conseille vivement de la suivre. Et vous avez très certainement reçu d'ailleurs les informations. Si vous allez sur l'agenda ULiège Durable, vous aurez toutes les informations pour vous inscrire à cette conférence qui aura lieu le 6, il y a 2 dates, le 6 et le 10 mai. Alors revenons au programme donc actuel. Donc on vous l'a dit, un programme de 30 challenges, c'est de l'action très concrète. De l'action toute seule, ça n'a pas tellement de sens. Et donc, on intègre les étudiants en amont, on l'a dit, à travers des enquêtes, et aussi à travers, tout le long de ce programme-là, à travers des actions de sensibilisation. Et donc, ce midi du Green Office, qui est consacré à l'empreinte carbone étudiante, vous montrer comment elle se décline. On est clairement dans l'étape de sensibilisation de ce programme. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec les 2 conférences qui vont suivre. Et donc, je donne la parole à Thomas. Thomas, à toi. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez bien me dire si vous le voyez. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez tous là mon écran? Donc normalement vous devriez voir Oui, la oui, base Thomas. carbone. C'est bon? Ok, parfait. Bah, bonjour à tous et merci encore pour l'invitation, Cécile. Donc ici, la petite présentation que je vais faire, en fait, c'est une version un peu élargie de celle que j'ai eu l'occasion de faire lors du hackathon du Green Office. Donc ceux qui l'ont déjà vu, bah, il y aura toute une série de similitudes forcément. Donc on est parti ici sur la réduction de l'empreinte carbone. Et donc la base en fait de l'empreinte carbone consiste à mesurer son poids carbone. Ici, j'ai utilisé une petite métaphore pour faire la comparaison entre perdre du poids et finalement perdre du poids carbone. Donc la base consiste à monter sur la balance quand on veut perdre du poids, finalement regarder de quoi sont composés nos repas au quotidien, repérer là où il y a du sucre principalement, et puis agir. Agir comment? En diminuant, en supprimant certains éléments et en changeant nos habitudes. Mais en fait, pour perdre du poids carbone, c'est plus ou moins pareil. On monte sur la balance. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, l'empreinte carbone moyenne, elle est comprise entre 16 et 20 tonnes. Alors, 16 et 20 tonnes, c'est l'équivalent d'émissions de CO2 émis en brûlant 5700 litres d'essence. Ça permet d'avoir un ordre de comparaison parce que des tonnes de CO2 équivalentes, ça peut paraître un petit peu abstrait. Et alors, on va regarder finalement où se trouvent nos sources d'émissions. Est-ce que c'est dans notre logement, dans notre manière de nous déplacer, s'alimenter, les achats qu'on fait au quotidien, nos usages numériques. Et on va regarder finalement dans chaque partie de notre assiette où se trouve le CO2. Et puis là, bah, de nouveau, on va se fixer un objectif. En l'occurrence, l'objectif qu'on s'est fixé avec le Green Office, c'est de réduire nos émissions de 6 tonnes. À votre avis, est-ce que certains d'entre vous ici, vous pouvez répondre dans les commentaires, connaissez-vous l'empreinte carbone moyenne annuelle par habitant qu'il faudra atteindre, à laquelle il faudra arriver pour atteindre la neutralité carbone? Donc je rappelle, l'empreinte carbone belge moyen, c'est entre 16 et 20 tonnes. Dans un monde idéal, il faudrait qu'on aille plus ou moins à combien? Alors, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas accès au chat. Ah voilà, si, j'y ai accès. 100 tonnes. Non, donc aujourd'hui on est à 16 tonnes, donc il faut la réduire. 7 tonnes. Donc c'est un peu moins maudit 2 tonnes. Félicitations Maud. Alors j'ai un peu expliqué le calcul, donc c'est bien 2 tonnes. Et en fait le calcul il est relativement
relativement simple. En fait, on prend la capacité d'absorption de CO2 totale de la planète, enfin des émissions de gaz à effet de serre, qui est plus ou moins 13 milliards de tonnes. Donc on va les retrouver dans les forêts, dans les océans, dans le sol et en partie dans l'atmosphère. Et du coup, on va diviser simplement ce nombre-là par le nombre d'habitants. Donc aujourd'hui, on est plus ou moins 7,8 milliards et on obtient plus ou moins 2 tonnes. Tout en sachant que sur les 13 milliards de tonnes, tout ce qui est phénomène de déforestation et de reforestation vont avoir notamment un impact sur cette capacité justement d'absorption. Une fois qu'on sait ça, on va regarder un petit peu ce que l'on trouve dans notre empreinte carbone, dans l'empreinte carbone d'un Belge moyen. On va retrouver d'abord le logement. Alors il y a 3 sous-catégories au sein du logement. D'abord se chauffer, ensuite tout ce qui concerne l'électricité avec 0,2 tonnes, et puis toute la partie construction de nos habitations qui est de 0,6 tonnes. Et puis il y a nos déplacements, alors nos déplacements quotidiens, réguliers, qui font plus ou moins 2 tonnes, et puis il y a l'avion, qui sont des déplacements plus exceptionnels, répartis aussi de manière très égalitaire au sein de la population belge, qui sont plus ou moins 2 tonnes. Et puis on va retrouver l'alimentation, notre propre alimentation qui est de plus ou moins 2 tonnes, et puis il y a un forfait de 0,7 tonnes pour tout ce qui est hôtel, restaurant et bar. Bon, ces 0,7 tonnes cette année ont été drastiquement réduits, mais c'est le forfait sur des années, on va dire, normales. Et puis l'achat et la consommation de biens, on va retrouver le numérique, les vêtements, le mobilier. Et puis s'ajoute à cela des parties forfaitaires qui vont être celles pour notamment la consommation d'eau courante, l'université typiquement, qui est un bien public, l'hôpital qui est un bien public, l'armée, et donc toutes ces émissions qui sont le fruit de nos organisations publiques, on va dire ça comme ça, qui ont aussi un package, on va dire, qui est un forfait qui est attribué à tout le monde. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer dans chacun de ces postes pour voir finalement en détail de quoi est composé toutes ces tonnes, sont composées ces tonnes d'émissions de CO2, et puis voir finalement quelles sont les actions qui peuvent être pertinentes pour réussir à les réduire. D'abord comprendre et puis agir. Donc on est plus ou moins à 16 tonnes de CO2 au total. Et donc le premier poste auquel on va s'intéresser, c'est au niveau de son logement. Alors au niveau de son logement, il y a 2 points très, très distincts. Donc il y a la première partie où on va retrouver la construction du logement et puis l'utilisation du logement, qui sont 2 étapes différentes. Au niveau de la construction, le calcul est relativement simple. On va prendre les mètres carrés construits et on va multiplier ça par un facteur d'émission. Alors derrière ce facteur d'émission, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver principalement l'énergie toutes les émissions CO2 qui ont été nécessaires pour fabriquer les matériaux, les amener, les assembler les uns avec les autres pour construire sa maison. Typiquement, le ciment, quand on fabrique du ciment, on va éclater des atomes de calcaire. Lorsqu'il y a des chimistes dans la salle, ils connaissent ça beaucoup mieux que moi. On va éclater un atome de calcaire pour obtenir de la chaux. Alors de mémoire, le calcaire c'est CaCO3 et quand on l'éclate, ça va faire de la chaux qui est Ca je suis certain, CaO du coup plus du CO2. Et donc il y a énormément de CO2 qui va être généré lorsqu'on fabrique de la chaux, et la chaux c'est un élément principal pour produire du ciment. Et donc à partir de là, on va comprendre aussi qu'une maison en bois potentiellement va être moins émettrice, parce que le bois est un composant, un matériau moins émetteur de CO2. Donc ça c'est une première base. Ensuite, on va se chauffer son eau, chauffer les aliments avec lesquels on cuisine, et puis on va aussi utiliser les appareils électriques. Alors la consommation belge moyenne en termes de gaz naturel, ici je suis parti sur le gaz naturel, mais on va aussi retrouver le mazout, on a beaucoup de chaudières à mazout aussi en Wallonie. On va retrouver plus ou moins 23 000 kWh. Et on va multiplier de nouveau ces kilowattheures-là par un facteur d'émission. Alors le facteur d'émission ici, c'est les émissions de CO2 qui sont générées quand on brûle, en l'occurrence, pour produire 1 kWh calorifique de gaz, on va émettre 0,214 kg de CO2. Pour produire 1 kWh d'électricité, en Belgique, le mix énergétique est tel qu'on va émettre 0,180 kg, donc 180 grammes. Alors ça évolue forcément en fonction du mix énergétique. Plus on a des centrales à charbon ou au gaz dans son pays, et plus le mix énergétique augmente. Le nucléaire, les énergies renouvelables, eux, sont beaucoup plus décarbonés.
Et donc, quand on fait ces différentes multiplications-là, on obtient différents résultats. Donc, pour la construction de la maison, c'est plus ou moins 1700 kg. Pour tout le chauffage de la maison, c'est 5000 kg. Et pour les appareils électriques, c'est 700 kg. Et donc, on va attribuer toutes ces différentes parts aux différents habitants de la maison. Donc, il n'y a pas de sens à ce que ce soit une seule personne qui voit toutes ces émissions-là lui être attribuées. Donc, on va diviser par le nombre de personnes qu'il y a dans le ménage. Alors, de ce constat-là, il y a une fois qu'on a compris les calculs, il y a 2-3 choses qui paraissent extrêmement logiques. Plus on réduit la taille de la maison, a priori, et moins on va émettre d'émissions, ne serait-ce que par la partie construction. Plus on va vivre en nombreux dans la maison, et plus les émissions CO2 vont être réparties entre plusieurs habitants. Et donc, au final, on obtient les émissions liées au logement. Donc on a 0,2 tonnes pour l'électricité, 1,7 tonnes pour le chauffage et 0,6 tonnes pour la construction. Alors du coup, j'en ai déjà cité 2, mais là, je vous pose la question, vous pouvez mettre dans le chat si vous avez des idées comme ça, des choses qui vous viennent à l'esprit, d'actions que vous pourriez réaliser pour réduire justement ces émissions-là. Donc changer les matériaux de construction. Oui. Alors n'hésitez pas. Hein. Moins construire et plus rénover, oui. Donc là, il y a un énorme enjeu. Effectivement, améliorer l'isolation. Isolation plus poussée, effectivement. Alors, diminuer la température moyenne des pièces. Tout à fait. Monitorer sa consort. Voilà ça. Diminuer la surface construite, habiter en collectivité, effectivement. Ici, j'ai ciblé 3 actions. Donc, dans le cas du Green Office, il y aura différents challenges. Et donc, j'ai ciblé différentes actions qui sont aussi apportées, on va dire, étudiantes. Donc typiquement, le fait de construire plus petit ou isoler sa maison, c'est pas forcément la portée des étudiants. Et donc je me suis focalisé d'abord sur l'électricité, même si on voit que l'électricité, c'est une part relativement modeste. Et donc comment réduire de 20% la consommation d'électricité. Ici, vous avez un petit schéma avec les différents appareils électriques au sein d'une maison. Et donc vous voyez typiquement que le chauffe-eau représente un gros poste en termes un gros poste d'électricité, donc avec 1700 kWh. Du coup, prendre une douche plus courte, prendre une douche froide, installer un pommeau de douche qui permet de réduire la consommation d'eau chaude, ça peut être assez efficace. Prendre ses vêtements pour les sécher plutôt que d'utiliser un séchoir, dégivrer son frigo. Il faut savoir qu'une couche de 1 mm de givrage dans son congélateur, je pense, ou dans son frigo augmente de 30% la consommation du frigo. Donc ça, c'est un exemple. Alors, vous avez cité toute une série de choses. Hein. Je pense qu'elles sont reprises notamment ici. Donc, on va retrouver aussi le fait de limiter le volume chauffé en temps et en espace. Alors, il y avait Bertrand qui parlait de monitorer sa consommation. Donc, tout à fait. Il y a toute une série d'autres exemples qui sont intéressants. Donc, régler correctement mon thermostat et ma thermostatique. Ne pas chauffer certaines pièces. Ne pas chauffer toute la journée. Nettoyer les radiateurs. Aérer judicieusement. Limiter les fuites. Avec des systèmes relativement simples. Donc tout ça, c'est toute une série de techniques qui vont permettre de rapidement diminuer le volume chauffé. Et puis une autre solution qui a été régulièrement citée, hein, notamment Emeline qui a parlé de mettre des pulls, et je l'ai vu apparaître plus haut aussi, préconiser, moins chauffer. Donc moins chauffer, ça passe par différentes options, simplement vous réduisez le thermostat, mais souvent ça va aller de pair avec le fait de mettre un gros pull sur soi, parce qu'un corps individuel va être plus facile à isoler que l'ensemble de votre maison. Et puis forcément, vont s'ajouter toutes les solutions, comment dire, plus importantes hein, que vous avez citées, telles que l'isolation de la maison, la rénovation des bâtiments, etc., etc. Et donc, quand on regarde tout ça, par rapport aux émissions citées, si on mesure un peu les résultats, on constate qu'en moyenne, le chauffage représente 71% de la consommation d'énergie au niveau du logement. Et donc, si je diminue la température de 2 degrés, je vais avoir un impact direct. Si parallèlement à ça, je réduis de 15% la consommation de chauffage, en fait, je parviens de passer de 23 000 que j'avais précédemment à 17 000 kWh de chauffage nécessaire. Donc cette information-là, vous pouvez la retrouver sur votre facture de fournisseur de gaz. Hein, si vous êtes, je sais qu'à Liège, il y a quand même beaucoup
de logements qui sont alimentés au gaz. Et puis la deuxième action, c'est réduire de 20% la consommation d'électricité. Et là, on va passer de plus ou moins 3900 à 3120. Et donc la combinaison de ces deux actions va permettre de réduire directement ces émissions de CO2. Et donc ici, vous avez à droite l'impact de chacune de ces émissions en kilos de CO2 réduit. Donc la température de moins 2 degrés, moins 220 kg, pour la 15% de diminution, 210 kg. Et donc vous voyez qu'on va passer de 2,5 tonnes à 2,05 tonnes à partir de 3 actions qui, alors tout dépend dans quelle mesure on est déjà fort actif dans sa réduction d'émissions, mais pour les personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées à ça, généralement il y a du gras dans lequel il y a moyen de taper et d'arriver à le réduire. La question du coup qui se pose par la suite, c'est que au-delà du quoi, donc ici je pense que tout le monde a cité toute une série de choses, de ce qu'il fallait faire. Souvent auprès des personnes qui sont un peu initiées par rapport au changement climatique, le quoi est souvent vite perçu. Et puis on retombe vite sur la question du comment. Comment est-ce que moi j'y arrive, donc soit personnellement, comment est-ce que je peux aussi engager ma famille, parce que bon, quand on est à 4 ou 5, je prends mon exemple, on vit en ménage, on est à 2 dans la maison, si moi je décide de prendre des douches froides, c'est mon choix. Par contre, si je décide de mettre la température sur 19 degrés, ça se discute à 2. Et donc là, il y a tout aussi une réflexion à avoir sur le comment, finalement, j'arrive à engager un peu les gens autour de moi. Et ça va être un peu la thématique principale, le gros travail aussi qui a été fait lors du hackathon du Green Office. Donc si vous avez des idées sur le comment, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Sur l'alimentation, ce sera plus facile de trouver des questions sur le comment. Alors l'alimentation, en fait, on va reprendre le même principe. On va regarder un petit peu ce qu'on mange, ce qu'on retrouve dans notre assiette. Donc ici, on est reparti de statistiques du Belge moyen. Donc le Belge moyen mange en moyenne par semaine, donc l'information ici est par semaine, 126 grammes de viande de bœuf, 250 grammes de poulet, 310 grammes de fromage, 880 millilitres de lait, 530 grammes de pain, plus ou moins 1 kilo de fruits et légumes, 3 litres et demi d'alcool. Alors ça dépend forcément des personnes, des périodes. Et puis, a priori, la norme, c'est 1,5 litre d'eau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau multiplier ces informations-là par un facteur d'émission. Alors ici, tous les facteurs d'émission proviennent de la base de l'Agribalise, donc c'est la base carbone de l'ADEME, donc c'est une source française. Et une fois qu'on fait la multiplication de ce que l'on mange par le facteur d'émission, on va obtenir le total des émissions par semaine. Du coup, on le multiplie par 52 semaines, pour obtenir les émissions totales annuelles, qui vont du coup être de plus ou moins 2,2 tonnes. Et on va rajouter au niveau de l'alimentation, c'est que j'avais cité précédemment, à savoir 0,7 tonnes, le forfait restaurant, hôtel, café. Du coup, le total pour l'alimentation est de plus ou moins 2,9 tonnes. Ici, vous avez un petit tableau comparatif des facteurs d'émission. Donc, on voit que la viande de bœuf, la viande de veau, donc en fait, la viande des ruminants, de manière générale, va être nettement plus, plus carbonée. Enfin, carbonée, c'est pas tout à fait le bon terme, mais va générer plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et typiquement, les fruits et les légumes de saison, eux, le sont beaucoup moins. À votre avis, pourquoi est-ce que la viande est plus carbonée? Plus précisément, pourquoi est-ce que la viande émet plus d'émissions de gaz à effet de serre? Carboné étant pas le terme. Est-ce que quelqu'un a une idée? Voilà, donc les gaz émis par l'animal. Il faut beaucoup de terre cultivée pour nourrir les animaux. Effectivement, donc c'est en fait la combinaison de ces deux facteurs. Effectivement, donc en fait ici, pour la viande, en fait l'animal doit manger, et donc si vous donniez directement les fruits, les légumes ou les céréales à l'homme, forcément ça éviterait de passer par un transformateur, et autrement ça éviterait de passer par une vache, un poulet ou autre. Et puis au-delà de ça, en fait, les ruminants vont roter, et en rotant émettent du méthane, qui est un autre type de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une autre raison.
Même question, mais pour le fromage. À votre avis, est-ce que le fromage est plus ou moins carboné que le lait? Et pourquoi? Donc carboné ou émissif que le lait. Donc on parle de deux produits laitiers, donc ici l'explication n'est pas forcément dans les rots de la vache. Donc plus émission maturation. Donc effectivement, je ne sais pas si par le plus on entend plus de lait, moins car il prend plus de temps à produire. En fait, l'explication elle est assez simple, parce que pour faire un kilo de fromage, généralement il va falloir 10 litres de lait. Et donc, ou 5 litres de lait, alors là ça dépend des fromages, pas dur, fromage crémeux, etc., etc. Et donc, puisqu'il faut plus de lait pour faire plus ou moins la même volume, enfin la même quantité de fromage, ben, les émissions sont supérieures. Donc, on va retrouver en fait derrière toute une série de choses. Quand on regarde en fait le processus de fabrication, on va comprendre quand on va multiplier quand on va regarder un petit peu les processus de fabrication, on va comprendre un peu les solutions à faire. Alors Catherine suggère que les vaches prennent leur douche à plusieurs pour compenser. A priori, ça pourrait être une idée. Pourquoi pas. Dans l'alimentation, les cafés chocolatés ne sont pas pris en compte. Si. En fait, ici, je n'ai que pris une série d'exemples, hein, mais par exemple les pâtes. En fait, ici, j'ai juste pris une série d'exemples pour le montrer. Il y a toute une série d'autres aliments qui rentrent en ligne de compte. Donc là, je n'ai pas mis. Donc là, j'ai mis uniquement les ruminants et le poulet, mais on mange aussi du poisson. Enfin, voilà, en fait, je suis reparti de la moyenne belge et j'ai repris tous les aliments de la moyenne belge que j'ai totalisé en fait. Ici, le PowerPoint étant de taille limitée, je n'en ai pris que quelques-uns qui sont un peu les plus symboliques. À votre avis, au niveau du climat, donc toujours, est-ce qu'il vaut mieux manger local ou de saison et surtout, pourquoi est-ce qu'il est préférable? Les deux, ok. Alors pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de manger de saison que pas de saison? D'où viennent en fait les émissions, principalement les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires? Chauffage des airs, c'est ça. Donc en fait ici vous avez un petit travail de l'ADEME qui compare en fait des fraises et des tomates, celles de saison et celles hors saison. Et donc on va voir que le taux puisqu'il faut chauffer les serres, en fait les émissions sont nettement supérieures. Donc pour la tomate c'est quasiment 4 fois supérieur. Pour la fraise c'est plus ou moins 50% supérieur. Local et de saison, ça va se jouer sur le transport. Alors un autre petit élément intéressant, c'est par rapport au plat préparé. De manière générale, plus un produit va être transformé, conditionné, réfrigéré, et plus il consomme de l'énergie ainsi que des matières premières pour son emballage. Donc aussi, voilà, limiter sa consommation de plats préparés, c'est aussi important. Et au niveau du transport, effectivement, alors le gros de l'impact, c'est surtout sur les produits qui viennent en avion. Alors quels sont les produits qui viennent en avion? On parle beaucoup des asperges. Alors là, elles sont de saison pour l'instant, donc c'est vraiment le moment d'en manger. Mais les mangues aussi viennent parfois en avion. Et donc là, quand ça vient en avion, c'est cash pour l'environnement. C'est beaucoup, beaucoup plus émetteur. Et quand elles viennent de loin, effectivement, il y a les bateaux qui vont les transporter. Surtout si le transport est réfrigéré dans les bateaux, ce qui est souvent le cas. Ça va augmenter l'intensité carbone du produit. Donc là, j'ai cité pas mal d'exemples. À votre avis, du coup, il y a des différentes actions qui coulent de source. Est-ce que vous avez peut-être, ajouter d'autres actions? Est-ce que vous avez des idées d'actions qui pourraient être mises en place justement pour réduire ces émissions de CO2 liées à l'alimentation? Donc réduire sa consommation de viande, poisson, potager, pour sa potager du coup local, devenir végétarien exactement. Limiter sa consommation de viande, réduire le gaspillage, effectivement. Le gaspillage, j'en ai pas parlé, mais c'est un point qu'on va ajouter aussi dans notre calcul, parce que c'est assez important et ça nécessite vraiment de s'y attaquer. Effectivement, donc on prend la différence entre une date de péremption et date limite de consommation.
éventuellement faire des plats avec nos restes ou faire de la soupe avec les légumes un peu vieillots. Manger les épluchures, aller au marché local, tout à fait. Augmenter la visibilité des producteurs locaux. Alors là, on arrive sur effectivement une action très importante qui sort un peu de notre. Donc, c'est commencer à finalement influencer les gens et en donnant de la visibilité aux producteurs locaux, leur permettre aux producteurs locaux de vendre plus et d'influencer finalement les gens pour qu'ils mangent plus local. Les ruches qui dit oui, tout à fait. Point ferme, oui. Alors à Liège, il y a aussi deux autres coopératives. Il y a la coopérative Ardente, il y a le Temps des Cerises. Enfin, il y en a d'autres, il y a les petits producteurs, etc., etc. Liège a vraiment une grosse dynamique autour de tout ça, c'est super cool. Tout à fait. Alors du coup, la même question tout à l'heure. Moi, manger végétarien, c'est très facile. Par contre, quand je vais chez mes parents, par exemple, le souper, ou chez mes beaux-parents qui cuisinent, ma belle-mère cuisine très bien, comment faire en sorte de l'influencer gentiment hein, à faire des plats plus végétariens sans viande. Et donc là, il y a vraiment une question du comment. Et donc si vous avez des idées du comment, euh, n'hésitez pas à les partager. Donc comment faire en sorte finalement, comment inciter ses proches peut-être à cuisiner plus végétarien, peut-être passer par l'étape d'abord moins de viande avant de l'étape vraiment végétarien. Donc il y a aussi le festival Nourrir Liège effectivement qui a lieu, très sympa. Leur partager des recettes végétariennes, effectivement, c'est une première étape. Montrer qu'il existe de très bonnes recettes végétariennes, exactement. Donc voilà, une bonne idée. Ce que j'ai fait vendredi passé, j'ai invité mes potes qui sont pas du tout concernés. Et j'avais fait une excellente lasagne butternut courgette qu'ils ont découvert. Ils avaient jamais mangé ça. Et pour être honnête, je l'ai découvert il y a quelques mois et j'adore ça. Et du coup, voilà, on étend finalement la gamme de produits, la gamme de recettes. Je la partagerai volontiers dans la foulée. On étend largement la gamme de recettes et donc les gens vont commencer à ajouter des recettes végétariennes à leur plat. Ce qui est très compliqué aussi, si je prends par exemple le cas de mes parents, typiquement ils ont toujours cuisiné, enfin toute leur gamme de recettes en fait c'est viande, féculents, légumes. Et donc si vous prenez l'habitude, vous dites je ne mange plus de viande, vous retirez la viande avec laquelle généralement la sauce, enfin qui est généralement accompagnée de sauce, un plat juste avec un féculent et un légume, c'est nettement moins bon. Donc il y a tout un travail finalement d'étoffer toute cette gamme-là. Effectivement, partager des documentaires. Alors il y a celui, alors c'est Seaspiracy et aussi je suis pas sûr de l'orthographe. Il y a Co-Spiracy et Seaspiracy. Voilà, c'est Seaspiracy, qui sont aussi très intéressants à partager et qui peuvent générer de l'émotion et inciter les gens du changement. Ici, du coup, vous avez plein de différentes actions sélectionnées dans le cadre du Green Office qui permettent de réduire d'une tonne en fait sa consommation de viande. Alors, on est resté dans des choses relativement accessibles. Manger moins de viande, 3 fois moins de viande par rapport à la consommation belge moyenne. Boire de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille. Manger moins de plats préparés, les remplacer par des produits de saison. Manger local et manger moins de produits qui viennent de loin, notamment en avion. Et donc, en faisant tout ça, on parvient à diminuer d'une tonne nos émissions de CO2. Après l'alimentation, focus sur la mobilité. Focus sur la mobilité. Alors il y a une remarque d'Axel sur le fait de devenir végétarien ou pas, et la limite entre les deux, c'est un large débat. Mais je pense que dans un premier temps, clairement, si tout le monde pouvait commencer à manger moins de viande, potentiellement de la viande, moins de viande, principalement moins de viande bovine, et privilégier la viande locale, inévitablement ce serait déjà un très grand pas. Au niveau des déplacements, de la mobilité, on est parti d'un profil moyen. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont s'identifier. Au niveau des déplacements professionnels, quelqu'un qui fait 30 km par jour. Alors, de mémoire, 30 km par jour, c'est 15 km aller, 15 km retour. Ça représente, si je ne m'abuse, enfin non, je suis pas certain, le trajet entre la place Saint-Lambert et l'université de Liège. Je sais plus si c'est 15 ou si c'est 10 km, juste pour donner un ordre de grandeur. Les déplacements privés, 50 km par semaine pour faire ses courses, peut-être pour conduire ses enfants à l'école, aller manger chez des amis, etc. etc. Et puis les déplacements de vacances, 2000 km.
Donc ça, c'est le profil qu'on a établi. Ça nous fait un total en fait de 10 600 km par an, qui sont répartis en fonction du nombre de passagers. Donc, si vous êtes tout seul à les parcourir, les 6000 km vous sont attribués à votre propre empreinte carbone. Si vous les faites en covoiturant un petit peu, en faisant un trajet sur 5, par exemple, à deux dans la voiture, là, la répartition va être sur vous et la personne que vous avez transportée ou qui vous a transporté. Et puis, si vous partez en vacances à 4 dans la voiture, forcément, ça réduit l'empreinte totale. Donc, au total, une fois qu'on répartit entre les différents utilisateurs, on est à 8665 km. Et de là, on va multiplier ces kilomètres parcourus par le nombre de litres de la consommation de la voiture. Et quand on brûle 1 litre d'essence, ça émet 2,8 kg de CO2. Donc là, la relation elle est assez simple. Et en multipliant tout cela, on atteint 1700 tonnes liées à nos déplacements. Parallèlement à ça, il a fallu fabriquer la voiture. Il a fallu fabriquer la voiture. Pour fabriquer la voiture, c'est plus ou moins 6 tonnes de CO2 pour une petite voiture. C'est 8 tonnes de CO2 pour une plus grosse voiture, type berline. Pour les voitures électriques, ça va être plus élevé. Et donc, on va prendre les 8665 kilomètres par an, divisé par les 150 000 kilomètres de durée de vie de la voiture. On estime qu'une voiture fait 150 000 kilomètres avant d'être remplacée. Enfin, pas remplacée, mais d'être inutilisée. Et on va obtenir 350 kg. Donc la question, même question qu'avant, à votre avis, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour réduire les émissions liées à sa mobilité? Alors Cynthia disait que le parc d'Avroy au campus c'est 7 km. Donc à mon avis, place Saint-Lambert, campus c'est 10 km. Est-ce que les voitures sont à chaque fois recyclées? En fait, dans les 6 tonnes, ils font une moyenne de celles qui sont recyclées et de celles qui ne le sont pas. Donc c'est pris en considération dans le facteur d'émission. Après, ça dépend vraiment des modèles, etc. etc. Mais en fait, les calculs d'émissions sont faits sur l'ensemble de l'analyse du cycle de vie. Donc utiliser les transports en commun, prendre le train plutôt que l'avion, effectivement, utiliser le plus longtemps possible sa voiture, la réparer, partager sa voiture entre plusieurs ménages, effectivement. Alors ici, vous avez grosso modo le gramme de CO2 par passager kilomètre. Alors je pense que c'est des choses qui sont relativement connues. Donc en gros, l'avion est fort émetteur. En plus, généralement, quand on prend l'avion, on fait rapidement beaucoup de kilomètres. Donc il y a un effet rebond direct. Et puis pour le train, très peu émetteur. Le vélo, très très peu émetteur. Le vélo électrique est aussi très très peu émetteur. Et puis plus vous augmentez le nombre de passagers dans votre véhicule, et moins vous allez émettre de grammes de CO2 par kilomètre passager. Et donc ici, toujours, on a pris 3 actions. C'est réussir à faire 50% de ces trajets professionnels en transport en commun. Alors, ça peut soit être faire une partie en transport en commun, ou certains jours en transport en commun. Il y a le télétravail qui permet aussi de réduire les kilomètres parcourus, les kilomètres professionnels parcourus. Je pense que cette année nous a bien fait comprendre tout ça. On a aussi réduire ce trajet quotidien de 50%. Alors ça peut être une réorganisation, ça peut être finalement de combiner ces trajets pour aller au travail avec ses courses. Ça peut être aussi d'organiser d'organiser sa liste de courses pour aller les faire une seule fois, de faire une balade à vélo pour aller voir ses parents plutôt que d'y aller en voiture, etc., etc. Donc il y a toute une série de contraintes qui sont très personnelles. Et puis, plutôt que de partir en voiture, en avion, plutôt que de partir en vacances en voiture, on va privilégier le train. Alors on pourrait par exemple privilégier le train une année sur 2, et pas forcément chaque année. Et puis on va privilégier le covoiturage, qui va être une troisième possibilité. Donc là, on voit qu'on passe de plus ou moins 8000 km à 2150 km. En plus, on va ajouter le covoiturage. Donc on va passer l'éco-conduite, pardon. On va en éco-conduisant, donc ça consiste à conduire
moins rapidement, à éviter d'accélérer sur de courtes distances, notamment quand on s'approche d'un feu rouge ou d'un bouchon, que la personne devant se roule lentement, mais d'accélérer bêtement, ce qui consomme beaucoup plus. Il y a toute une série de techniques qui permettent justement de réduire fortement la consommation de son véhicule. Et donc, en faisant toutes ces actions-là, la combinaison de celles-ci, et notamment le fait de ne plus prendre l'avion, qui en l'occurrence était un gros poste, ben on va réduire de 3,3 tonnes ces émissions de CO2. D'accord? Et donc là, vous avez toujours la répartition des différentes actions. De là, du quoi, le comment, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi voilà, comment inciter finalement les gens à conduire moins souvent. Ça va? Alors il y a l'application Hugo, effectivement, qui mérite d'être beaucoup plus connue pour le covoiturage. Donc, partager l'application Hugo, la faire connaître, je pense que c'est une très bonne idée. Pour les vêtements, ben, on va retrouver un peu la même logique. Hein. On prend les nombres de pièces de ces vêtements, on regarde dans sa garde-robe, on fait la compta, et on multiplie ça par les émissions générées pour les vêtements. Alors les émissions pour les vêtements, ben, c'est surtout au niveau de l'assemblage, le mix énergétique des pays où c'est produit est généralement assez carboné. Donc pour l'assemblage, on va retrouver des grosses parts d'électricité, fort carboné, donc des émissions de CO2 assez élevées. Et puis derrière, on a toute l'utilisation des vêtements, hein, donc nettoyage, séchage, repassage. Et donc ici, l'idée, bah, c'est de prendre ces émissions-là, de les diviser par le nombre d'années lesquelles les vêtements sont portés. Et donc, si on l'achète d'occasion, on considère que c'est, enfin, dans le cadre de nos calculs, on considère que ces émissions-là sont égales à 0. On considère que c'est la personne qui a acheté le produit qui hérite de toutes les émissions de CO2. Donc, on encourage en gros le second main dans nos calculs. Et donc, au niveau des actions à réaliser, est-ce que vous avez des idées? Alors, je vais peut-être juste poser une question au niveau du timing. Je ne sais pas si je suis dans les cordes ou pas, sinon j'accélère vite. Thomas, Maud, elle en a pour un quart d'heure et on arrêtera à midi 45, à 1h45. Donc je propose que tu arrêtes vers 13h15, 13h20, ça va pour toi? Oui, bien sûr, ça va, pas de souci. Merci. Okay. Donc, apprendre à coup, acheter de seconde main, réparer ses vêtements, effectivement, échanger ses vêtements, tout à fait. Et puis aussi, potentiellement, limiter le nombre de vêtements. Et là, toujours la question, à votre avis, comment est-ce qu'on peut inciter ses proches, ses amis, sa famille, à passer à l'action, donc à mettre en place les différentes actions que vous avez citées? Des idées? Monter nos beaux vêtements de seconde main, effectivement, les inviter à un vide dressing. Leur montrer comment se sortir avec des vêtements de seconde main. Donc en gros, montrer l'exemple. Préférer les matières recyclables, effectivement. Montrer peut-être aussi les économies réalisées. C'est peut-être aussi un point qui peut être convaincant. Et donc en fait ici on a toujours, alors moi j'étais parti plus ou moins grosso modo, enfin ici c'est une garde-robe relativement fictive, hein, c'est pas spécialement la mienne. Jusqu'à aujourd'hui je ne porte pas spécialement de robe et je change pas aussi souvent de chaussures. Même si ça va vite quand on compte chaussures de sport, chaussures habillées, chaussures plus tranquilles, etc., etc. Donc acheter la moitié de mes vêtements en seconde main, donc ça c'est une première étape. La deuxième étape, c'est porter mes vêtements 2 ans au lieu d'1 an, donc en les réparant, etc., etc. Et donc en faisant ça, en faisant ces deux actions-là, alors il y a d'autres actions qui portent aussi sur le mobilier qui sont citées ici, en achetant son mobilier d'occasion, hein, j'ai pas eu l'occasion de l'aborder, on va se retrouver avec une réduction de plus ou moins 900 kg entre avant et après. Ça va, donc ça c'est différents exemples.
Et puis vient le numérique. Alors ça, c'est un peu un sujet grandissant, ces périodes confinées. Euh, Quand on prend le numérique, d'où viennent finalement les émissions du numérique? Elles viennent principalement de la consommation d'électricité des différents terminaux, euh, et elles viennent aussi de la fabrication des différents terminaux, data centers, antennes relais, etc., etc. Et donc, l'une des manières de calculer l'un des impacts du numérique va être de mesurer finalement cette consommation de CO2 à travers sa consommation de données. Donc plus vous téléchargez des vidéos, plus vous regardez des vidéos haute définition, plus vous passez du temps sur le net, plus vous allez consommer de la donnée. Ces consommations de données vont nécessiter de l'électricité, qui va être de par le refroidissement des data centers, le fonctionnement des data centers, le transfert des données et puis l'électricité nécessaire pour les terminaux. Il existe un petit programme qui s'appelle Carbonalizer qui permet de mesurer votre consommation numérique sur vos navigateurs. Ça s'installe en 2 minutes. Si vous voulez, je vous partagerai le lien juste après. Et puis on mesure tout ça par le mix énergétique. Et une fois qu'on mesure tout ça par le mix énergétique, on va obtenir le total des émissions CO2 générées pour son utilisation du numérique. Alors ici, un petit graphe qui montre la différence, qui permet finalement de cibler les priorités en termes d'usage du numérique. On voit qu'une vidéo HD, pour 1 heure de vidéo HD, ça consomme 66 fois plus qu'1 heure d'écoute. Pourquoi? Parce qu'un fichier audio est nettement inférieur à un fichier vidéo, surtout en haute définition, voire en ultra haute définition. Donc au niveau de la consommation de données, l'enjeu est vraiment dans la diminution de la consommation de la vidéo. Du coup, de manière générale, pour le numérique, est-ce que vous avez des idées d'action qu'il est possible de mettre en place? TriSML. Alors TriSML, c'est assez intéressant comme action parce qu'en fait les mails sont généralement petits. Si vous avez des mails avec des grosses pièces jointes, ça c'est très important de les supprimer. Par contre, le temps que vous allez passer pour trier vos mails, alors si vous avez un système de tri automatisé, ça va être intéressant, mais si vous passez par exemple plusieurs heures à trier vos mails, votre ordinateur va consommer de l'électricité, et cette électricité-là va devoir être mise en balance avec l'énergie nécessaire pour les stocker. Et on se rend compte que pour des mails vraiment sans grosses pièces jointes, le jeu n'en vaut presque pas la chandelle, et parfois ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc il y a débat. Effectivement, se désinscrire des mailing lists. Alors là, il existe CleanFox qui permet donc c'est un outil CleanFox de se désinscrire très rapidement toute une série de newsletters. Regarder en basse résolution, ça c'est effectivement une excellente idée. Alors il y a beaucoup de personnes qui écoutent de la musique sur YouTube. Certaines personnes ont pris cette réflexe-là, donc il y a de la vidéo qui tourne, donc ne pas écouter sa musique sur YouTube. Regarder des films avec tous les habitants de la maison plutôt que séparément, effectivement. Tout à fait. Utiliser des navigateurs plus responsables, Ecosia, Lilo. Donc ça, effectivement, c'est le cas aussi. Ça va être des bonnes idées. Alors, il y en a un paquet. La question maintenant, c'est comment réussir à convaincre ses proches de passer à tout ça. Alors, je vais compléter pendant que vous rajoutez. Il y a moyen de paramétrer, par exemple, YouTube en 2 clics pour réduire la qualité de la vidéo. Généralement, si vous regardez une vidéo sur un ordinateur en du 360p ou 480p, la qualité va être suffisante. Ce qui sont déjà des vidéos relativement basse définition. Sur Netflix, il est également possible de paramétrer différentes choses comme la définition de la vidéo. Donc, en fait, en 2-3 clics, vous pouvez paramétrer en définition moyenne plutôt qu'en ultra haute définition. C'est dans les paramètres de Netflix. Un autre point, c'est éviter de relancer toutes les vidéos automatiquement. Alors ça peut être sur Facebook, mais ça peut être aussi sur Netflix. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le nouvel épisode redémarre automatiquement, vous allez avoir tendance à commencer à le regarder. Si vous devez cliquer, ça a tendance à vous
déconnecter un petit temps et vous dire ok je dois cliquer, j'en ai peut-être déjà regardé 2, bah maintenant j'arrête de les regarder. C'est d'ailleurs pour ça que Facebook et Netflix lancent toutes les vidéos automatiques. Alors l'impact de garder plein d'onglets ouverts, je pense qu'à partir du moment où vous avez chargé la page, si l'onglet reste ouvert, ça n'a pas spécialement de conséquences. Mais ça, je suis pas assez expert sur le sujet. Mais en utilisant Carbonalizer, vous pouvez rapidement le remarquer, et après l'avoir utilisé, j'ai jamais remarqué de différence si je laissais beaucoup d'onglets ouverts. Ça va. Donc effectivement, Cynthia 720p standard sur YouTube. Donc là, ils vont être passés à 80. C'est relativement 480 pardon p et c'est relativement correct. Donc au niveau des actions, ben ici la seule action, enfin une des actions qu'on a privilégiées, c'est de passer de HD en qualité moyenne. Et puis on a rajouté toute une série d'autres actions, augmenter la durée d'utilisation de ses terminaux, donc la durée de vie finalement de son smartphone, la durée de vie de la durée d'utilisation de son ordinateur, éventuellement de sa tablette, peut-être se passer de tablette, ne pas en racheter une si elle tombe en panne ou ne pas en acheter. Est-ce qu'on a besoin d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone? C'est des bonnes questions. Et donc la combinaison de toutes ces actions-là permet de réduire de 900 kg. Alors la luminosité, ça a effectivement un impact qui reste minime sur la consommation d'énergie de votre terminal. En gros, bah, il va devoir moins, enfin, c'est comme de la lumière, hein, si vous voulez donner beaucoup de lumière, bah, ça nécessite plus d'énergie. C'est pareil si vous avez des moteurs de recherche en noir, donc vous avez le fond noir et pas en blanc, bah, pareil, ça nécessite un petit peu moins d'énergie. Alors c'est pas énorme. Éteindre sa box pendant la nuit, c'est effectivement, clairement, ça a un impact parce que votre box, elle consomme sinon 24 heures sur 24. Donc c'est top. Alors oui, ça c'est le Graal. Donc là, on parle de la substitution, changement de comportement. On va passer à l'achat. Ah non, pardon. Saviez-vous que c'est utilisé? Alors ça va dépendre du nombre de livres que vous lisez par an. Ça. Donc en gros, au-delà d'un certain nombre, c'est plus intéressant d'utiliser une Kindle. Que d'acheter le nombre de livres. Alors j'ai plus le nombre exact, mais en fait à partir d'un certain, donc la Kindle, c'est quelques dizaines de kilos d'émissions de CO2, et donc si vous achetez un certain nombre de livres au-delà d'une certaine limite, ça va devenir plus intéressant de passer à la liseuse. Effectivement, la liseuse peut s'acheter en seconde main, les bouquins peuvent s'acheter en seconde main, peuvent aussi se louer. Donc là, on peut aussi retrouver la solution en seconde main dans les possibilités. Donc voilà. Et donc ici, on arrive au total. Et puis, ben, il y a la grosse question finalement des services publics. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, bah, le hackathon, potentiellement, bah, il y a peut-être moyen de faire des choses. Enfin, le hackathon et puis la présentation de Maud, si je ne me trompe pas, va pas parler de ce que fait l'université. Peut-être comment s'impliquer aussi au sein de l'université pour l'aider à réduire. Donc là, c'est des choses que l'on peut faire directement. Et puis pour les autres, ben, les hôpitaux, l'armée, etc., on a moins de marge de manœuvre, mais c'est pas pour autant qu'on n'en a pas du tout. Ici, je pense que l'audience présente, c'est clairement sur l'université, réduire l'impact de l'université où ça va pouvoir jouer. Du coup, je vais laisser la parole juste après. Je vais juste faire ici un petit récap et puis deux petites considérations pour terminer dans les temps. Donc ici, vous retrouvez en fait la synthèse de tout ce qu'on vient de voir. On arrive plus ou moins à 16 tonnes. Et puis, de ces 16 tonnes, j'ai cité, enfin ensemble, on a trouvé, on a chiffré les différents résultats avec 19 actions. Et donc, la mise en place de ces 19 actions permet de réduire déjà nos émissions de CO2 pour un total cumulé de 6 tonnes. D'accord. Et donc ça, c'est un peu l'objectif des 6 tonnes du hackathon, qu'on a déterminé lors du hackathon, et l'objectif en fait que le Green Office s'est fixé d'ici la fin de l'année. Je terminerai juste avec deux petites considérations. La grosse question sur nos besoins, ici c'est une étude américaine qui parle de nos besoins, où on posait la question à une personne, est-ce que vous préférez vivre dans une maison de 200 mètres carrés, dans un quartier où tout le monde vit, tout le monde a une maison de 150 mètres carrés, ou est-ce que vous préféreriez habiter dans une maison de 300 mètres carrés, là où tout le monde a une maison de 400 mètres carrés? Et la réponse,
entre je veux une maison de 200 mètres carrés ou une maison de 300 mètres carrés, en fait, va dépendre du quartier et de l'entourage. Et donc, la plupart des Américains ont répondu qu'ils préfèrent avoir une maison de 200 mètres carrés dans un quartier de 150 mètres carrés, ce qui pose finalement la question de nos besoins en comparaison par rapport aux autres. Quels sont finalement nos besoins réels et nos besoins finalement fictifs ou nos besoins construits. Et tout ça challenge finalement, parce que quand on se rend compte, l'empreinte carbone, l'objectif c'est 2 tonnes, il y a peut-être une question, des réflexions à avoir sur quels sont nos besoins réels et pas nos besoins fictifs, et d'arriver à travailler et à contenter nos besoins, on va dire, réels, au détriment de certains besoins qui le sont moins pour atteindre ces 2 tonnes de CO2. Et puis, en dernier point, les différents types d'actions qu'il est possible de mettre en place. Ici, je vous ai beaucoup parlé d'actions individuelles, et puis après, on a parlé comment passer de l'individuel finalement au collectif, comment impliquer son ménage, sa famille, ses amis, et puis les super actions qu'on a qualifiées, qui consistent finalement à s'engager dans son école, dans son université, dans son entreprise, dans sa commune, peu importe, il y a toute une série de choses qui sont possibles de faire. Et dans ce cas-là, on change de dimension. On passe de l'individu à son ménage, 2, 3, 4, 5 personnes, son ménage, sa famille, ses amis. Et puis dans l'université, on va toucher tout le personnel de l'université. C'est la vocation justement du Green Office et des différents challenges. Il y a aussi l'université d'été qui a lieu début juillet avec Climact qui propose ça. Et personnellement, je pense que toutes ces actions-là sont nécessaires. C'est important d'y aller étape par étape et puis de passer à l'échelle. Donc voilà, je vous invite en tout cas tous et toutes à passer à l'action, parce que l'action a ce grand avantage de générer beaucoup d'enthousiasme pour aller plus loin et se rendre compte que malgré l'ampleur du défi, parce qu'on parle quand même de passer de entre 16 et 20 tonnes à 2 tonnes, quand on se met en route, on a l'impression que ça devient possible. Voilà, merci à tous pour votre participation dans les commentaires, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant, j'espère avoir répondu au mieux. Il y aura une séance questions-réponses certaines choses. Et encore merci du coup à Cécile pour l'invitation. Thomas, un grand merci Thomas pour cette magnifique présentation, très didactique. J'espère que voilà, vous avez trouvé aussi que c'était extrêmement clair et que ça vous donne envie d'agir. Et donc maintenant, j'invite Maude à nous présenter ce que l'université fait pour ces fameuses tonnes, je dirais, publiques, puisque Thomas a parlé vraiment de ce qu'on pouvait faire au niveau individuel. Maude va nous parler de ce qu'on fait à l'université. Maude, je te donne la voix. À toi. Merci Cécile et bonjour à tous. Est-ce que vous voyez la présentation? Non. Thomas, tu as arrêté ta présentation, ton partage d'écran, Thomas? Oui, oui. Oui. Ah voilà, on la voit. Maud. Oui, Maud, c'est bon. Bon, je crois que je vais avoir un format un peu bizarre. Non, ça va aller. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Maude Leloutre et je travaille au service énergie de l'administration des ressources immobilières, qui est en fait le service technique de l'université. Je m'excuse parce que je vais avoir une présentation avec plein de chiffres et plein de tableaux. C'est un peu mon quotidien, donc voilà, ce ne sera pas aussi didactique que la présentation de Thomas. Mais je vais vous montrer un petit peu les chiffres, les évolutions des consommations, des émissions de CO2 de l'université depuis les 20 dernières années, les actions qui ont été mises en place et la suite du travail et du chemin qui nous reste à faire. Donc, pour rebondir sur la présentation de Thomas, effectivement, ici, toutes les actions et tous les chiffres que je vais vous présenter rentrent dans les fameuses 3 tonnes de CO2 par personne. Et ce n'est qu'une petite partie, mais voilà. Donc, en quelques mots, rapidement, le patrimoine de l'Université de Liège est assez important, puisque maintenant, l'université est sur 4 campus, dont Arlon et Gembloux. Donc, il y a 848 hectares, hein, par exemple, on a beaucoup d'espaces verts, plus de 500 000 m² de bâtiments, 11 facultés, 25 000 étudiants, 5 000 membres du personnel, donc ça fait beaucoup de bâtiments de consommation et donc d'émissions.
vous avez les chiffres de consommation d'électricité et de chauffage et d'eau. Et l'université produit déjà une bonne partie de ses besoins en renouvelables. Donc c'est une bonne chose, je vais détailler ça un petit peu plus loin. Alors ici, c'est un petit peu difficile à lire. Pour résumer, c'est juste que nous, au niveau du service énergie, on a fait le bilan par rapport aux objectifs de la région wallonne. J'ai mis en plus gros l'objectif relatif à la diminution des gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Donc nous, on est parti de cet objectif-là dans les prochains chiffres. Et donc, ça fait une réduction de 43% par rapport à 2005. Pour notre service de gestion de patrimoine immobilier, effectivement, l'enjeu est très important puisqu'on a un parc important qui n'est pas tout jeune. Et donc, au niveau de la rénovation du parc de bâtiments, il y a un gros travail à faire. Et donc, la région wallonne demande une rénovation pour être exemplaire de 3% de son parc de bâtiments par an, ce qui est un gros travail. Ça fait 17 000 mètres carrés de bâtiments à rénover par an, soit environ une tour du CHU. Donc, c'est un gros travail qui doit être mis en place à l'université, qui va demander beaucoup de moyens. Et au-delà de ça, au-delà de 2030, il ne faut pas perdre de vue aussi les objectifs 2050, d'être neutre en carbone et de produire la totalité de nos besoins renouvelables. Donc, c'est un énorme challenge pour l'université et son patrimoine. Je vais commencer par les consommations d'eau. Ne pas oublier que même si on n'en a pas tenu compte dans nos émissions de CO2 ici, on consomme aussi beaucoup d'eau. Vous pouvez voir qu'en moyenne, depuis 2005, on a énormément diminué les consommations d'eau de l'université. On est passé de 19 mètres cubes par an par personne à 8 mètres cubes par personne par an. Donc, il y a un beau travail qui a été fait depuis de nombreuses années. On continue aussi à travailler là-dessus grâce à l'installation de compteurs télérelevés. On avance beaucoup sur la détection rapide de fuites ou de comportements étranges au niveau des consommations d'eau. On améliore aussi les systèmes de production de chaleur qui utilisent de l'eau. Donc ça, c'est déjà en cours. Et pour la suite, donc ici, vous voyez un petit peu la diminution. Et pour la suite, quels objectifs se fixer? Ici, c'est moins évident que pour les émissions là où il y a des objectifs chiffrés qui sont établis à différentes échelles de pouvoir. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est diminuer les fuites sur les réseaux et dans les bâtiments. Ça, c'est nos priorités. Supprimer les systèmes à eau perdue. Donc, ça veut dire qu'on trouve encore dans certains laboratoires à l'université des systèmes de refroidissement ou de production de vide à eau perdue. Donc, je pense que ça, nous, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé avec notre service. Et donc, on fait appel aux laboratoires qui sont intéressés pour avancer dans cette dynamique à se rapprocher de nous pour essayer d'envisager des solutions. Il faudrait aussi développer les consommations d'eau de pluie. Donc ça, c'est pas évident, mais c'est faisable. Et dans un dernier temps, ce serait évaluer les possibilités d'assainissement collectif. Mais ça, c'est un énorme travail. Alors, j'en viens à l'énergie maintenant. Donc, sachez que les émissions que je vous présente ici ne représentent que les émissions liées à l'impact des bâtiments de l'université. Ce sont les données que j'ai en ma possession. Donc ici, il n'y a pas tout ce qui est mobilité, il n'y a pas tout ce qui est achat, consommation, enfin tous les impacts de l'université. J'en parlerai à la fin de la présentation. Donc au niveau des bâtiments, on voit ici, donc ça ne tient en compte que de la consommation des bâtiments ici. Donc voilà, je ne tiens pas compte de l'impact de la construction, du patrimoine bâti. Ça fera l'objet d'un bilan carbone qui est en cours de réalisation et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc uniquement au niveau des émissions liées aux consommations des bâtiments, d'énergie. On voit aussi depuis 2005 qu'on a fait une belle diminution de nos consommations. Donc si on prend les données brutes, ici ce sont vraiment en termes d'achat, donc les achats d'électricité, de gaz naturel, de fuel et de pellets, puisque maintenant on a une chaufferie au pellet au Sartillement.
eh bien, on voit qu'on a diminué nos achats de combustible de 21%, nos achats d'émissions de CO2 liés au combustible de 21% grâce en grande partie au bois. Et en parallèle, nous avons pourtant augmenté notre patrimoine bâti, puisque les surfaces ont augmenté de 30% et que les utilisateurs des locaux ont augmenté aussi de 41%. Donc si on rapporte ces chiffres-là au mètre carré, ça fait qu'on est quasiment à une diminution de 40% par rapport à 2005. Souvenez-vous, l'objectif est de 43%. Donc sur cet objectif-là, l'université est déjà bien partie. Donc ici, en termes d'achat, avec un petit graphique, on voit qu'on n'a pas diminué nos achats, mais on a diminué nos émissions. Pourquoi? Parce qu'en bleu, bon, là, vous avez les émissions qui sont liées à l'électricité. Et donc, l'électricité, c'est des consommations qui sont assez stables. Les achats de gaz ont diminué et les achats de fuel aussi, c'est en gris, hein. Le gaz est en orange et le fuel est en gris. Et donc nos émissions de chauffage ont diminué au profit du bois qui est en jaune. Et donc le bois nous permet de produire à la fois de l'électricité et du chauffage. J'y reviendrai ultérieurement. Là voilà, donc en 2008, l'université a décidé d'investir dans une cogénération au pellet. Et donc ça, c'est la chaufferie centrale du Sartillement que vous voyez là. Et cette installation nous permet donc de produire un quart de nos besoins d'électricité au Sartillement et la moitié du chauffage au bois. Donc c'est ça qui permet de réduire principalement l'impact des émissions de l'université. Bon, effectivement, sur les 4 campus de l'université, le campus du Sartillement est le plus consommateur puisque c'est là où il y a le plus d'infrastructures. Et quand l'université a construit ce campus, pardon, elle a eu la bonne idée de construire une chaufferie centrale et un réseau de chaleur à l'époque qui est toujours en fonctionnement et qui nous a permis d'installer cette cogénération et qui nous permet d'agir d'une manière assez importante au niveau de nos émissions. Ça aurait été difficile si on avait eu une chaudière dans chaque bâtiment. Et cette cogénération nous permet d'éviter 12 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Alors, pour la petite histoire, le bois, il arrive par camion. Donc, c'est vrai que c'est entre 2 et 3 camions de livraison par jour, ce qui est énorme. Mais dans les 12 000 tonnes, le charroi des camions est pris en tonnes par rapport aux diminutions qui sont générées avec la combustion du bois par rapport à du gaz naturel. Alors, au-delà de la cogénération de la chaufferie centrale, l'université investit aussi dans les panneaux photovoltaïques. Donc, son installation la plus importante est celle qui est sur les parkings du Sartillement, sur les carports. Hein, c'est 466 kW crête installée. Mais on ne s'arrête pas là. Donc, ça veut dire que la politique de l'université en la matière, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire de la rénovation d'un bâtiment ou d'une toiture, on va se poser la question de savoir si c'est intéressant de poser du photovoltaïque ou pas. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien dans le tableau, mais depuis 2017, il y a plusieurs installations qui ont été à l'université. Donc là, je vous ai mis 2 petites photos. Il y a celle des parkings du Sartillement. On en a mis aussi au Ventoux. Et pour répondre à la question, sur le nouveau bâtiment d'HEC, il y en aura également. Je n'ai plus la puissance en tête, mais il y en aura. On a aussi, ça aussi c'est une belle opération qui s'est montée il y a quelques années. Donc on a décroché un subside pour faire des études pour rénover nos bâtiments. C'était un programme conjoint avec le CHU, donc c'était très intéressant. On a pu agir sur la totalité de l'ensemble du site du CHU. Et donc on a levé un subside qui nous a permis de faire des études et des audits pour rénover une partie de nos bâtiments. Et dont le but du jeu, c'était qu'on investisse 20 fois les subsides octroyés pour une économie de 20% d'énergie par an. Et donc ce programme est en train d'être terminé. On a isolé une partie des bâtiments des tours du CHU
et les bâtiments de physique et chimie. Les travaux sont en cours d'être terminés et donc on commence à ressentir les bénéfices de ces bâtiments, enfin de ces économies d'énergie dans nos consommations maintenant. Ici, vous avez quelques photos des réalisations qui ont été faites. On a également profité de l'occasion pour rénover tout l'éclairage extérieur du Sartillement qui était très vieux. Et donc, on a remplacé tous les luminaires avec des LED. Et on a fait aussi, on a amélioré aussi les commandes de dimming, donc l'éclairage modifie son intensité en fonction des besoins et se met aussi en fonctionnement avec de la détection de présence. Donc, ce sont aussi des belles économies qui ont été faites là-bas. Alors, bon, c'est un peu imbuvable comme tableau, je m'en excuse, mais voilà, ce sont mes tableaux de travail. Donc, en fait, tout ça pour montrer que aujourd'hui, donc les chiffres que je vous ai montrés, pardon, je ne l'ai pas précisé, c'était les chiffres 2018. Je ne les ai pas encore actualisés pour 2019 et 2020, mais ça, c'est quelque chose que je vais faire rapidement. Mais tout ça pour montrer que par rapport aux objectifs 2030, on est pas mal. On est pas mal. On a encore un peu de travail. Et donc, ici, c'est ce qu'on a présenté aux autorités en disant, bon voilà, si on veut arriver à nos 43%, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, ici, j'ai fait des projections à 2030 en prenant en compte tous les programmes d'économie d'énergie, parce qu'on a aussi un vaste programme d'économie d'énergie dans le cadre de la maintenance de nos installations de chauffage. C'est des travaux qui sont en cours, plus l'isolation des bâtiments, hein, ce qu'on a au programme IIIF que je vous ai montré, et toutes les installations photovoltaïques qu'on a mis en route. On est dans les objectifs, donc c'est déjà pas mal si on regarde nos objectifs au mètre carré. Maintenant, j'ai fait des projections pour arrêter le fioul. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête l'utilisation du chauffage au fioul dans nos bâtiments. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait bien mettre en place. Donc si on le switch par le bois, ce qui ne sera pas toujours faisable, on gagne encore quelques pourcents. Et il faudra trouver d'autres actions pour aller au-delà. Il faut faire attention aussi que la cogénération qui est installée au Sartillement a une durée de vie limitée et que si elle nous permettra sûrement d'aller jusqu'en 2030, il faudra réfléchir à ce qu'on fera à la place pour 2050. Donc, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour y arriver. Donc, pour conclure, l'université doit se fixer des objectifs clairs et chiffrés et à chaque fois qu'elle fait des actions ou qu'elle a des programmes d'investissement, mettre ça en lumière. On voit donc, comme je vous ai montré, qu'on est en bonne voie pour y arriver, mais qu'il y a encore énormément de challenges et de solutions à trouver pour y arriver en 2030 et surtout en 2050. Que la rénovation du parc immobilier est un travail colossal qui demande beaucoup de ressources. Techniquement, c'est techniquement c'est difficile et ça demande beaucoup d'études et ça demande aussi des investissements importants. Et effectivement, pour le Sartillement, tout ce qui est chaufferie, réseau de chaleur est quelque chose d'essentiel et il faudra réfléchir aussi dans les années à venir comment on voit ça parce que voilà, par exemple, une question qu'on peut se poser, c'est si on veut rendre tous nos bâtiments neutres en carbone ou par exemple passifs, hein, est-ce qu'on a encore besoin d'une chaufferie centrale et d'un réseau de chaleur? Donc voilà, il va y avoir en même temps, avoir une installation mutualisée permet de générer des économies, enfin d'installer de la production renouvelable de façon très importante, comme on l'a vu avec la cogénération ici. Donc voilà, il y a des choix qui devront s'opérer et on a encore beaucoup de pain sur la planche. Et un dernier petit mot pour tout ce qui est en cours, et je répondrai aux quelques questions que j'ai vues passer. Vous devez savoir que l'université a lancé un bilan carbone et le travail est en cours de réalisation, ça vient de commencer. Donc ce sera un état des lieux qui sera fait pour l'année 2019 puisque l'année 2020 ne sera pas vraiment représentative de nos activités. Et ça permettra justement d'avoir un regard sur l'ensemble de nos émissions de CO2 et pas uniquement les consommations d'énergie des bâtiments
qui est déjà, mais qui est un gros morceau, hein, qui sera une grosse partie du bilan carbone et des actions à entreprendre. Et donc, on espère avoir les résultats pour la prochaine rentrée et de pouvoir communiquer là-dessus. Et alors, dans le cadre de la politique de développement de l'université aussi à long terme, les autorités ont travaillé pour faire un plan stratégique immobilier. Donc, comment répondre à l'enseignement de demain en termes immobiliers. Donc, il y a des priorités qui ont été établies avec des développements sur certains sites. Et donc, le gros challenge pour nous, ce sera justement de faire en sorte que tous les bâtiments et tous les investissements qui seront faits dans le cadre de ce programme important répondent aux objectifs qu'on se fixe à 2030 ou 2050. Donc, on est en train de planifier beaucoup d'études, d'audits sur les bâtiments qui seront traités. Voilà. Je vais regarder le chat et je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, au niveau... Alors, Maud, voilà peut-être une première question. Ah, je veux bien, oui, si tu peux m'aider, merci. Par rapport voilà, la crise Covid, elle a mis en lumière le fait qu'on pouvait télétravailler, qu'on pouvait donner des cours à distance. Dans ce plan de réduction des consommations d'énergie à l'université, le fait d'avoir moins d'étudiants en présentiel ou moins de travailleurs sur le site, est-ce que finalement c'est ou ce sera aussi une option envisagée dans le mixte des choses qui seront mises sur la table pour réfléchir à une stratégie pour atteindre cette neutralité carbone en 2050? Alors, à ce stade, elle n'est pas tellement envisagée. Ce qu'il y a, c'est que la crise qu'on a connue va nous permettre de regarder un petit peu quelles ont été nos consommations pendant cette période-là. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est on a observé les consommations depuis mars 2020. Alors, si c'est vrai qu'on a vu une diminution assez importante de nos consommations en mars, avril, mai, elles sont reparties doucement à la hausse quand on a commencé à déconfiner en juin. Et elles sont restées à un niveau assez important, donc plus ou moins en dessous de ce qu'on avait comme consommation avant. D'un mois à l'autre, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, notamment le fait qu'on a eu aussi des années climatiques assez chaudes. Du coup, en termes de consommation de chauffage, il n'y a pas que le Covid. J'estime ça entre 10 et 20% d'économie. Et puis, il faut voir qu'un bâtiment, même quand il n'est pas utilisé, il a des consommations. Du coup, je pense que voilà, faire une partie des cours à distance, etc., ça reste possible et sûrement qu'on verra plus d'impact au niveau de la mobilité que des bâtiments. La question qu'il faut se poser par rapport à ça, pour moi qui gère des bâtiments, c'est de se dire est-ce qu'on a encore aujourd'hui besoin d'autant de bâtiments par rapport à un enseignement qui se fait de plus en plus à distance. Et donc je pense que stratégiquement c'est ça. Et donc je n'en ai pas parlé ici, mais un des indicateurs qu'on a, nous, en ligne de mire, c'est le nombre de mètres carrés par personne. Et il faudrait que celui-ci diminue. Ce n'est pas encore vraiment évident, mais je pense que c'est une des choses qu'il faut regarder. Je vois aussi, on me demande si les pellets sont durables. Donc les pellets que l'on utilise viennent de Wallonie. Et donc on est très content, nos fournisseurs sont quasiment les mêmes à chaque fois. Il faut savoir quand nous, on est une institution publique et qu'on doit se fournir, on doit faire nos achats en marché public et donc on ne peut pas décider avec qui on doit travailler, même si c'est le voisin. Mais le fait d'avoir justement un charroi important fait qu'on est obligé de travailler avec des producteurs locaux et c'est très bien comme ça. Maud, j'ai encore une question. Là, tu as parlé de l'énergie liée au bâtiment. Et j'ai bien entendu aussi que le bilan carbone devait être fait. Mais par rapport à l'ancien bilan carbone, quelle est la part d'énergie mobilité et la part d'énergie bâtie? Alors ici, les chiffres que je vous ai présentés, c'est que bâtiment. Oui, oui. Je n'ai pas Mais mis la mobilité. tu vois, si on fait un camembert des émissions de l'université, on a les bâtiments, on a dit, on a les achats, on a aussi la mobilité. Dans ce camembert-là, quelle est la proportion, allez, je veux dire, de ces trois postes-là pour commencer?
je ne saurais pas te le dire comme ça parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vrai que les deux postes d'émission principaux, c'était la mobilité et l'énergie consommée dans les bâtiments. C'était vraiment là-dessus Parce que qu'il clairement, fallait voilà, réagir. le télétravail et les cours en distanciel, évidemment, on va jouer énormément aussi sur la mobilité, clairement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a une question de Perrine qui dit un gros enjeu, justement, les clauses environnementales des marchés publics, évidemment, dans les achats, etc., Oui. sur les énergies, les émissions liées aux différents types d'achats. Oui, ça, on a un bon travail à faire là-dessus aussi. C'est pas moi qui gère ça, mais je pense qu'on essaye au fur et à mesure de nos projets d'intégrer ça. Par exemple, enfin, il y a tout plein de choses à réfléchir. C'est pas toujours évident. Quand on a rénové les bâtiments, bah, il y a eu aussi une réflexion sur les matériaux de réemploi. Donc c'est vrai qu'on a réussi à faire des bardages pour 2 bâtiments avec des réemplois, soit des bois, des bois de chantier qui ont été réutilisés pour faire du bardage, ou alors ou aussi des déchets de carrière pour le bâtiment de chimie, le B6D. Alors, je vois aussi une question assez intéressante, je trouve, c'est comment se situe l'université de Liège par rapport aux autres universités? Et si on fait une proportionnelle, tu vois, l'émission d'un membre de l'université, qui soit étudiant, ou qui soit chercheur académique ou membre du personnel, quel qu'il soit, par rapport à Liège, par rapport à l'UCL, par exemple, ou la KU Leuven. Est-ce qu'on a comme ça une idée un peu de comparative entre les différents membres des différentes universités? Non. Alors, à ce stade, moi, je n'en dispose pas en tout cas. On a eu des échanges avec les personnes qui faisaient le même boulot que moi dans les autres universités francophones. Euh, et on a commencé à travailler là-dessus, sur les indicateurs, mais on n'a pas réussi à aller au bout de ce travail-là, malheureusement. Ce serait peut-être bien qu'on le relance pour justement, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est de voir justement comment calculer et comment prendre en compte les chiffres parce que il faut toujours faire attention aux chiffres qu'on donne et voilà, les niveaux d'émission peuvent être différents. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on devrait faire ensemble. Je suis assez d'accord. Sachez aussi que moi, dans les calculs que j'ai fait là, par exemple, pour l'électricité, c'est important de savoir que l'université se fournit en électricité verte. Donc ça veut dire que tous nos achats, quels qu'ils soient, sont verts. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai pondéré dans mes calculs les émissions d'électricité à zéro parce que voilà, c'est un choix qu'on a fait. Ça ne mettait pas en avant notre politique de production locale dans nos propres installations. Donc on a mis à zéro tout ce qui était généré par nos installations à nous, hein, c'est-à-dire le photovoltaïque et la cogénération. Mais on n'a pas mis nos achats à notre fournisseur en électricité verte. Ici, quand on va faire le bilan carbone de l'université, vous verrez que justement ces paramètres-là seront fort différents et les résultats seront peut-être différents de ce que je vous ai présenté, quoi. Et donc ici, ce sont vraiment les résultats. Enfin, ici, je vous présente tout ce qu'on met au niveau de l'université, au niveau des services. Maintenant, que peuvent faire les utilisateurs des locaux, parce que c'est un peu l'objectif développé aujourd'hui. Donc effectivement, je vois que Perrine en a parlé. On essaye de formuler des newsletters pour dire, bah, tiens, comment faire des économies, moi, en tant qu'utilisateur des bâtiments. On va essayer de continuer à en faire. Et je pense que toute la dynamique qu'on met en place d'installer des compteurs télérelevés avec un suivi dynamique des consommations, bah, il devra être allié à des discussions, à des échanges par les personnes qui utilisent les locaux pour voir, bah, tiens, où est-ce qu'il y a des dysfonctionnements, où est-ce qu'il y a des problèmes, comment faire pour diminuer nos consommations qui restent importantes. Voilà. Maud, est-ce qu'on peut retenir le chiffre de 3 tonnes pour les émissions par membre de l'ULiège sur une année? Alors moi, d'après mes calculs, mais de nouveau, ça ne représente que Le la bâtiment. consommation d'énergie liée au bâtiment. Si je reprends mon tableau au début, ici, on était aux alentours d'une tonne. Si tu prends la dernière ligne de mon tableau, en 2018, on était aux alentours d'une tonne par personne. Et je vois À que cela, Joseph,
Oui, je vois que Joseph a écrit dans le chat que les émissions liées à la mobilité étaient équivalentes à celles du bâti, donc on rajouterait une tonne aussi pour la mobilité en moyenne, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'on est à 2 tonnes, mais il y a aussi toutes les autres, toutes les autres, tout le reste des services publics, quoi. Oui, oui, on est bien Le, d'accord, hein, les le hôpitaux, chemin, le etc. Oui, chemin est oui. long. J'ai encore une question, Maude. Oui. Est-ce qu'il y a des standards comme ça sur justement, j'en reviens à ces, à cette empreinte d'un membre d'une institution? Est-ce qu'il y a un petit peu des standards au niveau des universités? Ça tourne aux alentours de 3 tonnes. Est-ce que ça existe, ça? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on sent qui va venir dans les législations pour un gestionnaire d'une institution de dire, ben voilà, vous devez gérer, faire un plan stratégique de manière à ce que finalement, par membre de votre institution, on en arrive à ce chiffre d'émissions moyen? Tu sais ça ou À pas? ma, con- à ma connaissance, non, mais après, voilà, je ne suis pas une spécialiste de tout ça. Les chiffres qui circulent beaucoup, hein, sont plutôt des chiffres de consommation au mètre carré de bâtiment, que ce soit de la consommation de chauffage, etc., ou, et qui sont liés à la PEB et à une performance énergétique. Donc, au niveau du CO2, moi, je n'ai pas vu passer grand-chose. On parle plutôt en termes de bâtiment. Quand on fait une rénovation, une construction, bah, qu'il faut viser la neutralité ou le passif. Mais entre institutions, je ne sais pas. J'ai vu passer des chiffres, moi, qui étaient assez intéressants dans des réseaux d'universités françaises où ils ont une réflexion justement sur le nombre de mètres carrés par personne utilisés dans chaque université, etc. Donc ça aussi, c'est assez, ça peut être assez intéressant. Mais Oui, si des personnes ont ces chiffres-là, je suis preneuse, quoi. je sais que l'université de Gand, dans sa politique développement durable, a réussi à imposer un nombre de mètres carrés par membre. Ça n'a pas été facile parce que ça nécessitait évidemment en aval de pas mal de réorganisation, mais ils ont estimé que c'était absolument nécessaire si à un moment donné ils voulaient vraiment descendre leurs émissions. Alors, je vois une question de Thomas qui est bien aussi, qui dit est-ce que finalement, tu as parlé donc des mesures individuelles à l'université pour diminuer sa consommation, l'état de la Oui. guerre, à remettre un pull, etc. Il demande quelle est cette proportion, quel est le potentiel de réduction lié au changement de comportement à l'université. À ce stade, je ne pourrais pas le dire parce que bah, vu qu'on gère une centaine de bâtiments, on ne peut pas avoir une analyse fine de cela. On travaille plus sur la gestion du chauffage, etc. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à force de travailler sur les consommations d'eau en télérelève, on n'a pas fait on commence à faire l'exercice parce que c'est quelque chose qui est assez récent, c'est de se dire bah oui, on voit vite un débit d'eau augmenter et donc là on peut vite détecter s'il y a un problème ou pas. Mais je n'ai pas encore pu faire le bilan de ce que ça pourrait présenter en économie par an. Et l'électricité et le chauffage, c'est encore plus difficile à mesurer. Parce qu'on a ici, il faut savoir qu'à l'université, on a quand même des consommations qui sont quasi industrielles, quoi. C'est pas des consommations de Mhm. bureau ou d'école, hein, on est au-delà. Mais parce qu'on a beaucoup de laboratoires, on a beaucoup d'installations techniques, quoi. Et Oui. alors, je vois aussi une remarque de Perrine, enfin une question de Perrine sur le bilan carbone. Le bilan carbone, on ne le fera pas par bâtiment parce que c'est un travail trop important. On n'y arrivera pas pour le moment. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décliner le bilan carbone par campus pour que justement, il puisse y avoir une réflexion. Donc ici, le bilan carbone qu'on fait, ça va être juste un état des lieux pour nous permettre de bien comprendre quels sont nos postes émetteurs d'émissions et de pouvoir ensuite réfléchir tous ensemble à comment on va diminuer ces émissions. Et ça, ce sera le gros morceau à faire par la suite. Donc le bilan carbone ne sera qu'une photographie à un moment donné qu'on va développer par campus, j'espère. Enfin, j'espère, je pense qu'on va y arriver. Euh, et ensuite, ben, c'est là que le boulot va commencer, j'ai envie de dire.
Alors, on va essayer de tenir dans les temps, donc je propose qu'on arrête ici. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On essaiera de répondre du mieux qu'on pourra. Je voudrais encore remercier, mais très très chaleureusement, Thomas et Maud pour ces partages. J'espère que vous avez été bien nourris et que quelque part ce midi répondait à ce que vous attendiez. Maintenant, je vous invite à calculer votre empreinte carbone. Vous pouvez vous inscrire sur Alaya. Vous verrez le premier challenge, c'est Challenge Calcule ton empreinte carbone. On vous propose plusieurs sites, un site français. On vous propose également un site belge, celui de la WAC, mais c'est un petit peu fastidieux. Et surtout, on vous propose ici un accompagnement, je l'ai dit en début de présentation, à travers un atelier qui est organisé par le réseau des doctorants, c'est François Rigaud, qui vous accompagne pour calculer en direct par visioconférence votre empreinte carbone. C'est extrêmement intéressant. Donc voilà, savoir ce qu'on émet, c'est la première étape après pour pouvoir gérer et aller sur diminuer nos impacts les plus importants. Voilà, une nouvelle fois, je vous remercie, mais vraiment très, très chaleureusement. Ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous à midi. Et j'espère à très vite. Et merci aussi à Catherine dans les coulisses qui a organisé la logistique de ce midi. On a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui ont eu du mal, qui se sont connectées, déconnectées. Évidemment, c'est bien indépendant de notre volonté. Et on en est vraiment désolé. Et on se réjouit évidemment de pouvoir faire le prochain midi en présentiel. Un tout grand merci à vous. On vous souhaite une belle après-midi et un bon chemin de réduction de votre empreinte carbone. À bientôt. Au revoir.